Alors il est 12h30, je pars de chez Cécile qui m'a pris en stop hier en fait à 6h30 et on a été manger avec sa belle famille, puis elle m'a invité à dormir le soir et ce matin elle m'a posé à Henelviel et je marche en direction de Souzé-le-Potier où je vais rencontrer Olivier qui a écrit un livre sur la Palestine et donc on va se rejoindre au café de chez Bruno pour discuter de tout ça et je crois qu'il va m'héberger ce soir. Donc voilà, aujourd'hui petit moral parce que ça y est, les vidéos sur Insta attirent nombre de haters qui me souhaitent de mourir, d'être souffrance. Donc ça fait bizarre. Je savais que tout l'amour que je recevrais son pendant de haine. Mais bah voilà, c'est bizarre d'avoir des gens qui nous souhaitent la mort et que ce soit aussi banalisé. Voilà, je vais quand même continuer d'avancer. Je me dis, ça me fait mal parce que j'ai besoin de validation. Donc cette validation, il faut que je me la donne moi-même et je crois en ce que je fais, je crois dans un système oppressif et injuste, il faut parler, il faut s'exprimer parce que faut agir en accord avec ses valeurs et que moi mes valeurs c'est que les gens ne vivent pas en étant opprimés. Donc voilà, donc ça c'est le bilan de ce matin. Voilà, il y a Juliette qui essaye de masquer les commentaires sur Instagram pour m'épargner un petit peu. Bon voilà, c'est le jeu. Aujourd'hui je me pose aussi des questions sur la démarche de récolter les témoignages parce qu'en fait je me dis je vais commencer à récolter toujours et encore les mêmes témoignages des gens qui sont moyennement informés et qui me le disent d'ailleurs, qui me disent nous en vrai on comprend pas grand chose, on a ce que les médias nous disent et puis je me pose la question de est-ce que ça serait pas plus intéressant d'orienter ma marche à la rencontre de gens qui ont une opinion un peu construite. J'aimerais bien aller rencontrer des gens qui sont aussi, qui ont des opinions différentes quand même. J'aimerais bien rencontrer quelqu'un qui soit sioniste pour qu'il m'explique aussi son point de vue. Je sais pas si c'est encore possible ou si c'est fini ou si maintenant il n'y a pas de discussion possible avec quelqu'un qui a pas la même opinion que nous. Je vais quand même peut-être essayer de démarcher des gens pour voir s'il y a des intellectuels sionistes qui désirent, je sais pas, ce débat, cette forme de dialogue. Je sais pas à quel point c'est candide de ma part de penser ça. En tout cas, ce qu'on voit sur Instagram, ça fait peur. Je comprends pas pourquoi cette plateforme a pas un modérateur pour empêcher les appels à la haine. Bon, à suivre. Il y a Juliette qui m'a dit de pas lire les commentaires sur Insta. Mais bon, j'en vois quand même quelques-uns. Là, par exemple, il y a en cuisine avec Mora Ilana qui me dit « Chère Fanny, quand vous lisez les commentaires sous vos posts, la plupart demandent la disparition d'Israël, de ses habitants. Aucun appel à la paix tel que vous en parlez. Faites-vous la bonne démarche ?» Alors je lui ai répondu non, je ne suis pas sûre. Si tu as des idées constructives pour m'aider à améliorer ma démarche, je serais sincèrement heureuse de les entendre. Qui sait, peut-être que Ilana va avoir une bonne idée. Si elle est sincère aussi, peut-être, on verra. Je vous dirai ce que dit Ilana. J'espère qu'elle va pas dire arrête et va travailler comme la majorité des commentaires. Bon voilà, alors là on est apparemment au centre de la France. C'est ici là, ce gros caillou qui montre qu'on est au centre de la France. C'est chouette. J'arrive à Souzé-le-Potier, je vais rencontrer Olivier, je vais manger le sandwich que m'a offert Cécile. Il est 2h, 2h30 je crois. J'ai rencontré personne et voilà. Le centre de la France, messieurs, dames. À Souzé-le-Potier. Et toujours du vent. Bon là on est au café de chez Bruno à Souzé-le-Potier et on attend Olivier. Donc ça, les Juifs ayant été maltraités, humiliés, assassinés, expulsés de territoire en territoire pendant des siècles et des siècles, fait qu'à un moment donné, il y a des gens qui se disent, à partir d'un événement très très précis, l'affaire Dreyfus, ça suffit maintenant, ça suffit, nous, on en a ras-le-bol, on a envie d'être tranquille, ce qui se comprend, donc voilà, la Bible dit que, mais la Bible, c'est pas un plan cadastral. C'est ça qui est dément quand même. C'est que cette Bible soit utilisée comme un plan cadastral. Après la Deuxième Guerre mondiale, ce désir, ce souhait, cette nécessité au vital d'être tranquille quelque part a été non seulement réactivée, mais elle a abouti.
une sorte de solution idéale, de seule solution pour être tranquille, pour ne plus avoir affaire à des nazis. Il faut qu'on soit ensemble dans un endroit et qu'on souffle un peu et qu'on nous laisse peinard. Sauf que cet endroit-là, il y avait des gens dans cet endroit-là. Et moi, tu me posais la question de ma sensibilité à cette question. Eh ben, je pense qu'elle vient du fait que je suis comme tous les gens de ma génération. J'ai été, si tu veux, moi, je suis de gauche mais depuis, tout le temps. Bon, donc évidemment, j'ai rencontré des questions. J'ai rencontré la question de la liberté et de l'occupation, de la colonisation, la question de l'exploitation, la question du pacifisme, toutes ces questions-là, des questions sociales, économiques, philosophiques et politiques qui traversent la gauche depuis toujours. Et comme, bon, j'ai vécu dans un univers, disons, de gauche, hein, un peu bourgeois de gauche, hein, un milieu contre lequel je me suis rebellé aussi à un moment donné pour exprimer, exprimer ce que je considérais moi comme une gauche, la vraie gauche, qui n'est pas une gauche bourgeoise, qui est une autre gauche, qui n'est pas la gauche du Parti socialiste. Et une gauche plus révolutionnaire. Oui, voilà, une gauche. Donc j'étais très sensibilisé à des questions qui touchent à l'amitié entre les peuples, à l'antiracisme, au féminisme, comme tous les mouvements de gauche, si tu veux, qui ont créé des grandes ruptures dans la société française, disons, pendant le XXe siècle. Voilà. Ouais, le droit de vote des femmes, l'avortement, les congés payés, enfin les syndicats, la sécurité sociale, enfin, j'ai été baigné dans une pensée, je dirais, pas révolutionnaire, pas tout à fait révolutionnaire, disons post-révolutionnaire, avec toutes les déceptions que provoquent les tentatives révolutionnaires. Si les tentatives révolutionnaires, elles échouent. Mais moi, je crois que l'échec, ça fait partie de la lutte. On est tout le temps en train d'échouer. Le 68, je pense que c'est tout à fait réussi parce que c'est en partie un échec et que le travail n'est pas terminé. Et qu'à plein de moments différents de la société française, je pense comme Barbara Stiegler, je sais pas si tu vois qui c'est, elle dit, cette philosophe, c'est là. Elle dit en fait que la société française est traversée par des failles révolutionnaires qui ont lieu plus ou moins régulièrement depuis 1789. 789, 1830, 1848, 1871 et 68 et bon et puis qu'est-ce qu'il y a là depuis 10 ans? Ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas. Les Nuits debout, dans les quelques années, 2016, les Gilets jaunes. Bon, là, il y a eu une tentative, bloquer tout, 10 septembre qui a pas marché, mais c'est pas parce que ça marche pas que ça existe pas. C'est parce que c'est pas le moment, parce que, attends, on s'organise, c'était pas assez organisé, bon, voilà, c'est pas grave, on attend, puis, on patiente. Et toi, tu penses quoi là par exemple, on a l'impression qu'il y a plein de bascules révolutionnaires qui se passent, à plusieurs endroits du monde. Est-ce que tu penses que ça va réveiller un truc, en France aussi ou? Ça, je sais pas. Ça, je sais pas. Je pense qu'on ne peut pas prévoir les choses. On ne peut pas décréter que le 10 septembre, on fait la révolution. Personne ne peut décréter ça. Oui, elle va arriver, on ne saura pas. Personne peut se dire, là, c'est l'heure, on y va. Bon, alors qui est prêt? Mais personne n'est prêt. En fait, on fait les choses quand on n'est pas prêt. On fait les choses collectivement, massivement. Le changement, quel qu'il soit révolutionnaire ou pas révolutionnaire. Un changement révolutionnaire, c'est un changement de régime, c'est un changement de système. Une révolution aujourd'hui, ce que j'appellerais la révolution aujourd'hui, ça serait la fin du capitalisme en fait. On invente autre chose maintenant avec ce qu'on est au présent et avec les moyens qu'on a. Mais il y a des changements qu'on a révolutionnaires, mais quand même ils arrivent de manière un peu inattendue. Les gilets jaunes, et qui avait prévu que tous les samedis pendant un an, ça serait la guerre sur les Champs-Élysées, frère. Personne. Et c'était quand même quelque chose d'impossible. Et j'ai une autre question. Comment est-ce que toi, tu me dis justement, le capitalisme avec, les autres conflits qu'il y a aujourd'hui, par exemple au Soudan, au Yémen? Moi, je suis pas assez calé là dans géopolitique et en
en politique internationale, mais je vois par exemple ce qui se passe au Maroc en ce moment. Je pense qu'il y a dans tout mouvement revendicatif, collectif, massif, organisé de telle manière que les professionnels de l'organisation diraient c'est pas très bien organisé, mais en fait ils se plantent parce que il n'y a pas de professionnalisation de l'organisation. Il y a de l'organisation, là, tout de suite, par rapport à un état de fait qui existe et on s'organise autour de cette chose pour la changer avec les moyens qu'on a à ce moment-là et de là où on est à ce moment-là, à cette minute-là. Donc c'est bien beau d'aller me sortir des trucs de bouquins ouais, sur comment il faut faire la révolution. Mais en fait, il n'y a pas de leçon. Donc je pense qu'au Maroc, là, ce qui se passe, et qui est très grave d'ailleurs, parce que quand même la police marocaine, les camions rentrent dans les gens, quoi. Je veux dire, ils écrasent les gens. À partir du moment où les néolibéraux ont décidé de devenir des ultralibéraux, c'est-à-dire des Elon Musk, des fachos de ce genre, quoi. L'individualisme, ça, il voulait porter à son sommet. C'est-à-dire que si tu crèves, mon vieux, c'est de ta faute. Et tu te la fermes et tu vas bosser. Et si tu vas pas bosser, c'est de ta faute aussi, et etc. Et la société est comme ça. Et en France, il y a 10 millions de personnes qui sautent un repas tous les jours. Et c'est ça la réussite d'un système. C'est-à-dire que dans un pays de 70 millions de personnes, il y en a 10 millions, c'est-à-dire quand même un bon paquet, qui peuvent pas se nourrir tous les jours. C'est une réussite, ça? C'est un échec extraordinaire. Il n'y a pas pire échec, en fait. Mais le capitalisme fonctionne comme ça, par échecs successifs. En fait, se plante tout le temps. C'est un système qui marche pas. Mais la propagande, les médias et puis les forces politiques qui soutiennent cette oligarchie au pouvoir, les financiers, les industriels, les assureurs, les grands groupes, les multinationales, ont une puissance extraordinaire parce qu'ils ont la puissance de la répression quand même. Quand on a envie un gilet jaune et qu'on se dit le matin que peut-être le soir on aura un œil en moins, ben peut-être on n'enfile pas le gilet jaune. Donc je pense que au Maroc, en France, et partout dans le monde où ont lieu des révoltes actuellement. Et il y en a énormément. Tous les jours, il y a des révoltes. Je regarde Madagascar, grosse révolte. Le Népal, grosse révolte. Bon, après, les suites de la révolte, bon, c'est un autre sujet, hein. Qu'est-ce que tu veux dire? Je crois que le problème, c'est que souvent, on pense qu'il va falloir remplacer le chef par un autre chef. Mais c'est là qu'on se plante. Mais bon, voilà. C'est- Ce sont des étapes. Mais je pense que, ouais, toutes ces révoltes-là actuelles, depuis l'explosion de ce néolibéralisme qui pensait encore que l'État pouvait faire quelque chose, et que c'était pas seulement la police, mais l'État gère, surveille, contrôle. Là, c'est n'importe quoi. C'est l'ultra-capitalisme, l'ultralibéralisme, c'est Elon Musk. C'est un mec totalement, il vit pas sur terre, ce type-là, quoi. Mais il est extrêmement dangereux. Parce qu'il a pas de cadre éthique qui vient limiter ce qu'il fait, c'est ça? Mais l'éthique, c'est même pas un mot de son vocabulaire. Le seul mot de son vocabulaire, avec les Trump, les Orban, les Meloni, tous ces zélés serviteurs du capitalisme, qu'ils soient fascistes ou pas fascistes, en fait, ça revient exactement au même. Le seul mot qu'ils ont dans leur vocabulaire, c'est le profit. Leur champ lexical, c'est tout ce qui tourne autour du profit. On va faire un deal. Trump, il fait des deals. Il fait des deals avec des pays, tu vois. Et tu penses que ça vient de quoi? C'est un espèce de gagner au Monopoly? Tu penses que c'est des gens qui juste sont un peu déconnectés et qui ont plus que comme, leitmotiv de gagner plus? Ou qu'est-ce que tu penses se joue? C'est un projet. Macron, il l'a dit. Dès sa campagne électorale, la première campagne électorale, il a dit parce que c'est notre projet. Notre projet, c'est ça. C'est qu'on se gave comme des porcs, qu'on fasse hériter nos enfants, nos petits-enfants, et qu'on vive dans un monde où nous aurons réussi. Bon, ça, c'est une expression un petit peu qui a fait le tour des réseaux sociaux, mais je peux la redire, qui a convaincu celui qui gagne 3 000 € par mois que son pire ennemi, c'est le smicard. Et qui a convaincu le smicard que son pire ennemi, c'est celui qui touche 500 balles de RSA. Pendant ce temps-là, ceux qui gagnent 15 000 balles par mois, ils sont hyper pénals.
il y a pas de problème. Sauf quand il y a des gilets jaunes qui débarquent dans la rue et dans leur quartier. Parce que les gens, ils sont, débiles quand même, tu vois? On peut prendre les gens pour des débiles pendant un certain temps, mais à un moment donné, ça marche pas parce que, ouais, parce que, je sais pas, il y a une goutte d'eau qui fait déborder le vase, parce Et comment, quand les gilets jaunes débarquent, comment ça remet tout en question? les gilets jaunes, ils sont, je pense, un mouvement, une vague parmi d'autres vagues qui remettent continuellement les choses en question, qui remettent continuellement ce système injuste, inégalitaire, oligarchique en question et qui, tentent de temps à autre, les gilets jaunes, les nuits debout et puis le Népal et puis Madagascar et puis je ne sais quelle révolte dans les banlieues, en 2005 et puis autre chose, en Europe, en Amérique. Là, en Amérique, il y a beaucoup des manifestations anti-Trump parce que, ouais, là, les gens, ils commencent à en avoir jusque-là, quoi, de ces saloperies. Je pense que c'est pas que ça remet en question tout d'un coup quelque chose, c'est que ça ajoute une pièce au puzzle. Voilà, donc il manque combien de pièces manque-t-il au puzzle pour former, une sorte d'image, l'image d'un monde, désirable et désiré, tu vois? Où, il y aurait plus, 10 millions de personnes en France qui crèvent la dalle ou des Palestiniens, qui meurent, tous les jours. Ma grosse question, si toi, cette image justement, elle ressemble à quoi pour toi? Et comment est-ce qu'on peut la mettre, comment est-ce qu'elle va réussir à se mettre en place petit à petit? Ou si c'est pas le comment, ma question c'est quoi, le monde désirable pour toi? À quoi il ressemble cette image? The monde désirable? Bah ouais, cette image, si tu la regardes, tu vois quoi? Par quoi on remplace ce système-là? Ça, c'est une question, presque philosophique, hein. Ouais, mais je me dis, on est créatif. Je me dis, pour moi, la solution, elle va venir pas de notre désir et de notre créativité qui va imaginer des trucs un peu alternatifs, mais ça m'intéresse d'avoir toi, c'est quoi ton fantasme du paradis, quoi, un endroit? Pas le paradis sur terre. Je pense que tu as prononcé le mot. C'est le mot «désir». Je pense que les forces capitalistes, depuis une sorte d'explosion industrielle, qui a commencé en Europe, en Amérique, enfin concomitamment comme ça, d'un bord à l'autre, de l'Atlantique, à la fin du 19e, début 20e et qui a explosé littéralement après la Seconde Guerre mondiale dans les 50, 60 et puis après dans les années 80, c'était la folie furieuse. Les forces, capitalistiques, je pense qu'elles ont compris que leur ennemi le plus puissant, le plus dangereux, c'était le désir autonément, le désir d'indépendance, le désir de vivre, le désir de partager, le désir d'échanger, le désir de construire avec d'autres, le désir d'être ensemble, le désir de briser, des frontières. Les frontières, dans le monde du travail, mais les frontières, dans la famille, les frontières géographiques, mais les frontières psychologiques, et je crois que les capitalistes, ils ont compris ça. Donc, ils ont déployé un arsenal extraordinaire pour transformer ce désir en autre chose que j'appelle, le besoin consumériste et qui là, alors répond à, toutes les attentes des producteurs, des industriels, des banquiers, des faiseurs de désirs factices, en fait. Et ce qu'ils ont réussi à faire accepter aux gens que, quand on peut consommer, c'est qu'on vit dans une société égalitaire. Mais ça marche pas. Et je pense que c'est fini. C'est fini depuis longtemps, ça a jamais marché, si tu veux. Mais là, on est entré dans un temps de folie, tellement visible, tellement ostensible, tellement, les mecs, ils envoient des fusées, dans l'espace, ils laissent crever des gens, ils fomentent des guerres partout dans le monde. Enfin, on vit dans un monde extrêmement violent. Dès qu'on allume la téloche sur la radio, tous les jours, on est, abasourdi par un peu de cette violence, hein. Ces milliards et ces milliards de dollars utilisés pour faire, la guerre ici ou là, que oui, et je pense qu'il y a une prise de conscience assez nette de ce qui se passe. Donc l'image du monde, l'image dont je parle, c'est peut-être l'image où le vrai désir ferait son retour. Le vrai désir. Pas le désir d'argent, le désir d'autre chose. OK. OK, OK. Et c'est une dernière question, mais je lisais tout à l'heure là un post sur, pourquoi ça pouvait être dangereux de militer pour une solution à 2 États.
sans venir essayer de supprimer le projet sioniste. Je sais pas si c'est très clair ma question. C'est en gros une partie de la résistance militante dit attention, il faut que la force de résistance soit d'accord et comprenne bien que la solution à deux États en gardant l'idéologie sioniste, elle est dangereuse. Est-ce que tu arrives à imaginer une solution ou en tout cas une manière où ces gens pourraient vivre dans la paix, dans la tranquillité? La solution, je pense que il y a un peuple dans le monde, nombreux, massif, sont les Américains. Je pense qu'ils peuvent avoir des solutions, les Américains. Mais il va falloir qu'ils fassent la révolution chez eux, d'abord, avant d'aller faire je sais pas quoi ailleurs. D'abord, je crois que l'Amérique est un pays extrêmement malade. L'Amérique est un pays dangereux. C'est le pays dangereux de la planète. C'est le pays. Noam Chomsky le disait, j'invente rien, j'invente même pas mes propres convictions, je dis celles des autres. Noam Chomsky disait que l'Amérique est le pays le plus terroriste de la planète. Les Américains, ils ont eu leur indépendance en 1776. En 236 ans d'existence, ils sont restés 228 ans en guerre. Ils sont en guerre en permanence quelque part dans le monde, tout le temps. Tous les jours, hier, aujourd'hui, demain, c'est tout. Ils déploient des sommes, mais gigantes, alors qu'il y a des gens qui crèvent de faim chez eux. Il y en a, ils se défoncent la gueule au fentanyl, ils deviennent des zombies dans la rue. C'est un problème de santé publique extraordinaire. Il y a 300 000 morts par an. Mais non, vaut mieux aller buter des Palestiniens, enfin aider les Israéliens à faire aboutir leur projet. Moi, je pense que l'Amérique est un pays extrêmement malade. C'est terrible quand même, c'est terrible. Donc toi, tu penses qu'en fait, une fois que l'Amérique coupe les fonds pour Israël, de toute façon, toutes les offensives armées, elles s'arrêtent? Oui, les armes d'Israël à 95%, ça vient d'Amérique. Donc, celle qui a écrit la préface là, Alexandra Schwarzbrod, elle est rédactrice en chef à Libération. Elle me l'a dit ça. On s'est envoyé beaucoup de mails. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, elle en pense que c'est Trump qui dit, mais tant que l'Amérique aura ce pouvoir qui porte en lui le bien et le mal, parce que dire stop ou encore, c'est t'es mort ou t'es pas mort, enfin, ou tu seras mort demain, peut-être tu seras vivant demain. Ce pouvoir-là, il est d'une puissance infernale, c'est un enfer. Un gouvernement, un État assoiffé de sang quand même, a droit de vie ou de mort selon les intérêts du moment économico, géographico, stratégiques. On va faire la guerre ici, non là. En ce moment, ils se demandent si on va pas faire la guerre, si on va pas bombarder le Venezuela. Bon, ouais, pourquoi pas. Ouais, on se demande, là, il y a du pétrole, alors bon. Bon, la Palestine, là, c'est un avant-poste des Américains dans le Moyen-Orient, au milieu des Arabes, quoi, et du pétrole. Donc, que des Palestiniens veuillent vivre tranquillement avec leurs moutons et leurs oliviers, bah non, 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 mais pas la place. C'est pas le moment, on verra plus tard. Dans 1000 ans, dans 2000 ans, quand une autre Bible aura été écrite. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie un truc que tu as envie de semer comme, un rêve, une idée, une image que tu as envie de lancer dans ces vidéos que j'aimerais que ça devienne aussi de la terre dans laquelle on peut semer des choses qui soient, Je dirais que l'un des outils qui pourrait servir à construire quelque chose de nouveau, quelque chose du moins à creuser, à exploiter, ça serait l'amitié. C'est un peu neuneux comme truc, parce que ça se décrète pas non plus, l'amitié. Moi, il y a des gens avec qui j'ai pas envie d'être ami, ils m'emmerdent, j'ai pas envie de discuter. Mais je pense que philosophiquement, je crois que si le sacré changeait d'espace, quittait l'espace de la finance, de l'argent, pour retrouver un espace que les Amérindiens avaient à une certaine époque, c'est-à-dire l'espace de l'amitié et du refus de la propriété, peut-être que on ferait un petit pas en avant. Mais c'est pas sûr. Le patron du bar, Bruno, m'a offert une carte postale en souvenir de Solzay-le-Poitiers. Et voilà, ma grand-mère m'avait demandé une carte postale, donc voilà. Elle est là, il y a son petit timbre.
Bonjour mamie chérie, bonjour papy d'amour. Je suis au centre de la France dans le Cher. Je rencontre des gens formidables et je vois l'automne arrosé de rouge, les forêts des campagnes, je vous aime. Fanny qui vous embrasse 1000 fois, avec amour et tendresse. Et ça part. Autre département international. Ce soir, je dors chez Olivier et Véro qui m'accueillent après m'avoir accordé un super interview au bar de chez Bruno. Il est 11h30 et demain j'irai vers Hérisson. Bonne nuit.